Salut tout le monde, c'est Benouz et aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 2 de la lecture du livre Zelda et la philosophie. Le chapitre du jour s'appelle Regarder avant de warper par Douglas Wilson. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est le meilleur moyen pour me soutenir. Et sans plus attendre, c'est parti. Comme le dit John Ruskin dans L'Art du voyage, il y a toujours eu plus de choses dans le monde que les hommes n'en pouvaient voir. Si lentement qu'il leur plut de marcher, ils ne le verront pas mieux en allant vite. Les choses réellement précieuses sont la pensée et la vue, non la vitesse. Cela ne fait aucun bien à une balle de fusil d'aller vite, et à un homme, s'il est vraiment un homme, aucun mal d'aller lentement, car sa gloire n'est point du tout dans le mouvement, mais dans l'être. Demandez à un passionné de randonnée, le plaisir de la marche n'est pas dans la destination, mais dans le voyage. Adage idéaliste, peut-être, mais empreint de vérité. Dans le parc national de Yosemite, par exemple, le trajet jusqu'à Glacier Point est l'occasion d'admirer les plus belles vues de tout le parc. Alors que le chemin facile d'accès, d'1 heure de voiture seulement, trahit un tourisme superficiel qui encourage la consommation rapide de l'espace, la randonnée exigeante de 11 km jusqu'à Clouds Rest, à l'inverse, récompense le courage et la patience par une compréhension bien plus subtile du parc, de sa nature, de sa faune et de sa flore, et finalement de son essence. Dans la multitude des mondes virtuels vidéoludiques, le voyage est une notion bien plus complexe. Bien souvent, la destination est l'objectif principal, et le défi que représente le passage au niveau ou au monde suivant joue un rôle prépondérant dans la qualité du divertissement du jeu. L'une des fonctionnalités du jeu vidéo qui donne la priorité à l'idée de destination est le warp, le voyage instantané dans ou entre plusieurs environnements virtuels. Si l'on en croit la doctrine traditionnelle du game design, le warp, ou téléportation, permet de nourrir l'intérêt du joueur en l'autorisant à sauter jusqu'à l'objectif suivant, droit vers l'action. Pourtant, la plupart des jeux vidéo proposent des mondes virtuels complexes en 3 dimensions, et le warp paraît de plus en plus comme un artefact suranné de l'ère 8 bits. Cette tension entre le jeu et le monde virtuel est particulièrement évidente dans The Legend of Zelda: The Wind Waker. Ce dernier nous montre que, si la praticité d'un voyage instantané peut être source de satisfaction à court terme, nous perdons par la même occasion quelque chose de précieux. L'utilisation de la téléportation fragmente notre expérience de l'espace et nous empêche d'atteindre une compréhension profonde de notre environnement global. Présence environnementale. Lorsque j'aborde le sujet de la présence environnementale et de sa détérioration, je désigne une sensation humaine bien spécifique, l'expérience d'un espace physique, ou, dans le cas qui nous occupe, d'un espace physique virtuel, à la fois perceptuel et psychologique. Autrement dit, la présence est la sensation d'être là. Plus précisément, la présence peut être définie comme un état psychologique dans lequel les objets virtuels sont perçus comme de vrais objets, de manière sensorielle et non sensorielle. La présence environnementale, en ce sens, peut être décrite comme une expérience dans laquelle la virtualité de l'expérience n'est pas perçue. Tous les phénomènes liés à la présence ne découlent pas directement de l'environnement virtuel. Le chercheur Kwon Min Lee distingue la présence sociale, les acteurs sociaux virtuels sont perçus comme des acteurs existants, et la présence à soi, le ou les moi virtuels sont perçus comme le vrai moi. En pratique, le sens global de présence est souvent le fruit d'une combinaison de différents types de présence. La présence environnementale, contrairement à la présence sociale ou à soi, émane du sentiment de projection dans un espace virtuel physique. Notons aussi que la présence environnementale n'est pas une simple illusion, ni l'incapacité de notre conscience à percevoir la virtualité d'un espace. La sensation du lieu dépend aussi de la construction active de liens personnels à l'environnement. Des espaces des flux aux espaces des lieux. Pour comprendre la place qu'occupe aujourd'hui la fonction de warp, il faut remonter au classique de Nintendo Super Mario Bros. Ce n'est pas le premier jeu vidéo qui permet le voyage instantané, mais c'est lui qui, sans conteste, en a popularisé la pratique. Immense succès commercial et phénomène culturel en devenir, Super Mario Bros. A modifié à lui seul le paysage du game design. Mario, l'avatar du joueur, voyage entre les niveaux en sautant dans des tuyaux verts spéciaux. Certains tuyaux, bien cachés dans des lieux appelés Warp Zone, permettent aux joueurs de passer plusieurs niveaux à la fois pour avancer dans le jeu. Frappé du sceau du secret et objet de nombreux débats entre les joueurs,
la Warp Zone s'est taillé sa place dans la tradition du jeu vidéo. L'attrait du Warp en tant que raccourci était une conséquence inévitable de la linéarité du parcours du jeu. Séparés par les célébrations de fin de niveau, les différents environnements de Super Mario Bros fonctionnent comme des courses d'obstacles. Le jeu encourage peu l'exploration et la flânerie à l'intérieur des mondes. A l'inverse, les joueurs sont incités à terminer chaque niveau dans un temps limite. D'ailleurs, Mario ne peut pas reculer au-delà de la bordure gauche de l'écran, ce qui signifie que le joueur est empêché de revenir sur ses pas. Cette linéarité se manifeste également dans la manière dont le joueur progresse de niveau en niveau, car Mario n'a pas le droit de revenir dans les mondes déjà terminés. L'idée même que le joueur puisse avoir l'envie de revisiter des niveaux réussis paraît absurde. Le but de Super Mario Bros est de survivre, de relever les prochains défis et d'avancer. En clair, finir les niveaux est l'objectif prioritaire. Affirmer que des jeux tels que Super Mario Bros reposent entièrement sur l'idée de destination serait toutefois réducteur. Le fait que le joueur prenne plaisir à jouer et rejouer à Super Mario Bros prouve que le voyage est source de satisfaction en soi. Mais un voyage dans le monde de Super Mario Bros a pour cadre un espace bien différent des espaces physiques contigus et circonscrits dans lesquels nous vivons. Un jeu comme Tetris, par exemple, se déroule dans un espace presque entièrement cinétique. Si l'on emprunte à la terminologie de Manuel Castells, l'on peut parler pour ces espaces d'espace des flux, dans lequel les lieux sont dominés par le mouvement entre et dans les lieux. En d'autres termes, l'espace de Tetris tient davantage du processus que du lieu. Aucun jeu vidéo, pas même un jeu aussi abstrait que Tetris, n'échappe totalement à la notion d'espace des lieux. Comme l'écrit Castells, les lieux ne disparaissent pas, mais leur logique et leur signification sont absorbés par le réseau. Super Mario Bros, par exemple, consiste bien en plusieurs niveaux virtuels qui peuvent être parcourus de la même façon, ou presque, que des lieux réels. Mais ces niveaux n'existent que pour être terminés, voire tout bonnement passés, ils n'ont aucune valeur par et pour eux-mêmes. Lors de la conception d'un monde vidéoludique, quel qu'il soit, il se crée inévitablement une tension entre les espaces de lieu et les espaces de flux. Quand la possibilité de se téléporter est devenue une norme à l'époque du 8 bits, cette tension pouvait encore être facilement ignorée. Héritiers de la tradition de la borne d'arcade à pièces, les jeux vidéo tels que Super Mario Bros étaient des jeux avant tout, des lieux virtuels ensuite. À mesure que les mondes de jeux sont devenus plus riches et plus complexes, proposant des lieux virtuels qui pouvaient être source de plaisir en eux-mêmes, cette tension est devenue de plus en plus problématique. The Legend of Zelda, Wind Waker, illustre parfaitement la tension qui s'instaure entre espace des lieux et espace des flux. Tout comme Super Mario Bros, Wind Waker est un jeu qui peut être terminé. Parmi la totalité des objectifs concrets du jeu, les joueurs doivent notamment terminer plusieurs donjons. En tant qu'objet ludique, Wind Waker met clairement l'accent sur les déplacements à travers le monde du jeu. Et pourtant, en tant que vaste monde tridimensionnel né des diverses interactions audiovisuelles possibles, Wind Waker semble se présenter comme un défenseur de la notion de présence environnementale. Wind Waker n'est certes pas le premier jeu vidéo qui propose des lieux virtuels ouverts et expressifs, cependant, son immense monde océanique se démarque des autres univers ludiques par son audacieuse sobriété. L'océan virtuel fait paraître encore plus petites les micro-îles de ce monde, et le joueur passe un temps considérable à naviguer en pleine mer. Il faut parfois plus de 10 minutes pour passer d'une île à une autre, un voyage qui se distingue souvent par sa monotonie. C'est lors de ces balades que le monde virtuel vole enfin la vedette. Lorsque les mécaniques du jeu sont réduites au minimum, nous avons tout le loisir de remarquer le mouvement des vagues, les splendides motifs formés par les nuages, les souffles de vent stylisés et la lente progression dans le ciel de la lune et des étoiles. La nuit, la musique d'ambiance s'estompe au profit d'un doux paysage sonore fait de bruits de vagues et de vent. Les concepteurs reconnaissent même que le jeu impose un rythme plus lent que d'ordinaire. L'un des personnages, qui se moque ouvertement de cette vision passéiste du jeu vidéo uniquement centré sur l'action, s'exclame « Tu es un héros, tu navigues d'île en île, de l'action, du suspense, pas vrai ?» Un autre personnage, évoquant le cœur de l'expérience de Wind Waker, nous offre ce conseil. Tu sais, se promener et prendre le temps d'observer ce qui t'entoure, c'est vraiment sympa. C'est ce qui fait la grandeur d'une ville. Wind Waker offre un espace dans lequel l'expérimentation libre et le jeu non structuré
qu'il s'agisse de voler en contrôlant un goéland, de découvrir des petites îles pittoresques, de planer de toit en toit ou de naviguer juste pour le plaisir, deviennent source de satisfaction en eux-mêmes. D'autre part, les objectifs mis en place sont étonnamment simples, ce qui n'est sans doute pas sans raison. Wind Waker va exiger des joueurs qu'ils combattent les ennemis, affrontent l'environnement et résolvent des énigmes, mais il s'assure que ces défis s'accomplissent sans douleur, si l'on peut dire. Wind Waker peut parfois donner l'impression d'être moins un jeu qu'un monde virtuel auquel on aurait rajouté des quêtes et des défis. En tout cas, jusqu'à ce que Link apprenne le requiem de la tornade. Le warp comme annihilation de l'espace et du temps. Une fois terminé le premier tiers de Wind Waker, les joueurs apprennent le requiem de la tornade, une mélodie magique qui permet à Link de se téléporter à travers l'océan. Pour ceux qui trouvent à la navigation un côté répétitif, le requiem de la tornade est une nouvelle capacité bienvenue. Pourtant, le requiem marque le basculement vers une existence virtuelle dominée par les objectifs du jeu. L'expérience du voyage instantané mérite en cela plus ample analyse. La technique du warp est peut-être spécifique aux médias numériques, ses effets en revanche sont connus de tous. L'expérience du transport de masse, métro, train et avion, entraîne cette même dévalorisation du lieu. Plus précisément, l'apparition du voyage en chemin de fer au début du 19e siècle nous offre un précédent de choix dans l'analyse de la téléportation. L'historien Wolfgang Schivelbusch affirme que pour les voyageurs de l'époque, le voyage par chemin de fer annonçait une annihilation de l'espace et du temps. Le chemin de fer ne connaissait que des points de départ et une destination. Les passagers du rail, tels les joueurs de Wind Waker, utilisant le requiem de la tornade, ne peuvent vraiment être qualifiés de voyageurs, plutôt de parcelles humaines, insensibles à l'espace traversé. L'accessibilité facile, confortable et peu onéreuse du voyage rapide dérobe aux destinations leur valeur première de lieux distants et reculés. Telle une œuvre d'art, l'expérience unique et inimitable d'un lieu est également la condition de son authenticité. Pour citer Castells, les lieux perdus parmi un réseau de destinations tendent vers cette architecture dont les formes sont à ce point neutres, pures, diaphanes, qu'elles ne prétendent rien énoncer du tout. Le sens d'un lieu, et donc la présence environnementale en ce lieu, est inéluctablement réduit dans un espace des flux. Pour exprimer les choses simplement, la praticité est un bien maigre substitut à la continuité de l'espace. Comme Marcel Proust l'a si finement observé, je cite « Mais enfin, le plaisir spécifique du voyage n'est pas de pouvoir descendre en route et s'arrêter quand on est fatigué. C'est de rendre la différence entre le départ et l'arrivée, non pas aussi insensible, mais aussi profonde qu'on peut, de la ressentir dans sa totalité intacte, telle qu'elle était en nous, quand notre imagination nous portait du lieu où nous vivions jusqu'au cœur d'un lieu désiré, en un bond qui nous semblait moins miraculeux parce qu'il franchissait une distance que parce qu'il unissait deux individualités distinctes de la Terre. En mettant l'accent sur la destination plutôt que sur les lieux traversés, le warp encourage la mentalité du « sitôt arrivé, sitôt reparti », qui confère à l'espace un caractère jetable. En cela, Steven Johnson sous-estime les mondes vidéoludiques lorsqu'il écrit « La plupart du temps, lorsque vous êtes pris dans un jeu, vous êtes poussé par une forme élémentaire du désir, celui de voir ce qui arrive ensuite. La récompense incertaine de voir le lieu suivant semble bien pâle en comparaison de la découverte d'une autre facette d'un environnement qui vous est déjà familier. Pour résumer, le voyage instantané facilite un tourisme virtuel basé sur la notion de fuite, source de satisfaction, mais creux au demeurant. Mais si les joueurs se soucient de leur présence environnementale, ne peuvent-ils pas simplement choisir de ne pas utiliser le requiem de la tornade ? Pas vraiment. L'existence même d'un tel choix colore toute l'expérience de l'espace. La distance parcourue sera toujours envisagée à travers le prisme de la distance qui aurait pu être parcourue. En incitant les joueurs à se téléporter d'une île à l'autre, les game designers sous-entendent que les lieux situés entre les îles sont de moindre importance que le prochain donjon, le prochain défi, le prochain objectif. Puisque la plupart des objets et des capacités sont nécessaires pour progresser dans le jeu, le requiem de la tornade porte le sceau de l'inéluctable « Si j'ai cette capacité, c'est que je dois m'en servir ». Contrairement au principe consacré du game design qui prône le choix du joueur avant toute chose, la possibilité même du voyage instantané nuit à la présence environnementale. La téléportation est l'espace abstrait de la carte.
L'utilisation du Requiem de la Tornade est un exemple parlant de la tension qui existe entre présence environnementale et voyage instantané. Après avoir joué le Requiem à l'aide de la baguette magique de Link, nous accédons à la carte du monde. Grâce à elle, nous pouvons sélectionner plusieurs lieux prédéterminés, représentés sous la forme de cases sur un grand quadrillage, disséminés à travers le monde. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour être transporté directement vers un lieu différent. Ce n'est pas par hasard que la capacité de téléportation s'utilise depuis une interface cartographique. Le voyage instantané repose, dans son essence, sur une conception cartographique de l'espace. Quand nous voulons nous téléporter vers un lieu éloigné, nous sommes forcés de prendre en considération un espace situé en dehors et au-delà de nos environs immédiats. En nous appuyant sur Michel de Certeau, nous pouvons voir dans la juxtaposition entre une carte 2D et un espace en 3D, une opposition entre l'expérience du lieu panoptique, par le haut, et l'expérience quotidienne, en plein cœur du lieu. L'expérience panoptique, illustrée par la possibilité de voir l'ensemble d'une ville depuis le sommet d'un gratte-ciel, simplifie l'espace grâce à une lisibilité super rationnelle. Le corps n'est plus enlacé par les rues qui le tournent et le retournent selon une loi anonyme. La vue panoramique transforme l'espace en une sorte de quadrillage qui nous permet de l'analyser par le haut, tel un dieu. En rendant lisible la complexité de l'environnement proche, la vue panoptique nuit au caractère protéiforme de l'expérience spatiale du quotidien. La vue en 3D offre la perspective la plus naturelle, ou du moins une approximation, de la vie quotidienne. Notre regard se pose dans, et non sur, nos environnements immédiats. Nous sommes incarnés dans le monde virtuel comme si nous en étions les habitants. Échappant aux totalisations imaginaires de l'œil, il y a une étrangeté du quotidien qui ne fait pas surface. C'est précisément cette étrangeté illisible qui génère ce que Certeau appelle l'expérience poétique de l'espace. Comme il nous est impossible d'assimiler l'ensemble d'un environnement 3D en un seul coup d'œil, l'espace environnant reste entouré de mystères. Pour voir au-dessus, nous devons faire l'effort de porter notre regard vers le haut. Pour voir ce qui se cache derrière un coin, nous devons nous déplacer physiquement vers un autre lieu. Le processus de découverte, et le sens de l'espace qui l'accompagne, est inextricablement lié au tissu même de l'existence tridimensionnelle. En pratique cependant, la distinction entre expérience panoptique et quotidienne de l'espace n'est pas si nette. Même lorsque nous lisons la ville depuis des milliers de mètres de haut, nous remplissons l'espace situé en dessous de nous de nos propres perceptions. Pour reprendre l'exemple du chemin de fer, nous pouvons opposer que les visions panoramiques offertes par le train permettent une appréciation holistique de l'espace, ce qui potentiellement renforce la sensation du lieu. Chivelbusch décrit ainsi l'émergence d'une conscience moderne qui ne perçoit plus un paysage pittoresque détruit par le chemin de fer, mais inversement, un paysage intrinsèquement monotone que le train place dans une perspective esthétique intéressante. Les moments les plus mémorables de Wind Waker sont précisément ces activités qui permettent les visions panoramiques. Planer au-dessus de l'île de l'Aurore, monter à bord de la grande roue de Mercantile, voler en dirigeant un goéland. Le problème est que le panorama tend à dominer les lieux qui l'embrassent. En transformant le lieu en image, le panorama confère à la présence environnementale une sorte de netteté de carte postale. Les vues panoramiques entraînent peut-être une perception enivrante du paysage, mais réduire la sensation du lieu à des aperçus lointains sacrifie les espaces des lieux au profit des espaces des flux. Une sensation aiguë du lieu nécessite que l'expérience panoptique soit soigneusement équilibrée avec une expérience physique, ou virtuellement physique, du quotidien. Le Warp est bien loin de proposer un tel équilibre. Les moyens de transport modernes ont cet avantage qu'ils se déplacent à travers l'espace qu'ils annihilent. La discontinuité de la téléportation, en comparaison, annule jusqu'à l'expérience panoramique. Les espaces situés entre le point de départ et la destination ne sont plus seulement détériorés, ils sont tout simplement ignorés. En termes de présence environnementale, même l'expérience panoramique est préférable à la pure logique mathématique d'une carte quadrillée. Jeu contre lieu. Je mets ici l'accent sur la présence environnementale, mais il n'y a bien sûr rien de mal dans le game design orienté action. Après tout, les jeux vidéo sont par définition des jeux, et à un certain degré tout au moins, ils reposent sur des objectifs de jeu structurés. Il nous paraît aussi nécessaire d'affirmer haut et fort qu'il n'y a pas une approche correcte du game design. Les jeux vidéo recouvrent une grande variété de styles et de genres, et la présence environnementale n'est qu'une des nombreuses expériences permises par le support.
Dans certains mondes virtuels, une conception centrée sur le lieu pourrait d'ailleurs nuire à l'expérience du jeu. La plupart des jeux en ligne massivement multijoueurs, par exemple, proposent des solutions pratiques pour se téléporter ou voyager de manière extrêmement rapide à travers leur gigantesque monde tridimensionnel. Bien que certains MMO récents offrent des environnements au graphisme somptueux, ces lieux paraissent souvent bien vides, et cela n'est pas simplement dû à l'absence d'autres joueurs. Dans ces mondes, les lieux ont avant tout un rôle de support pour des activités telles que les combats, les interactions sociales, la création architecturale et la construction de l'identité. L'attrait durable pour des MMO tels que World of Warcraft et Second Life repose clairement sur la présence sociale et la présence à soi, plutôt que sur la présence environnementale. Au-delà de toute critique, le Warp se présente aussi comme un compromis raisonnable entre plusieurs exigences de conception opposées. Wind Waker en particulier semble regorger de tels compromis. Les designers du jeu pourront ainsi invoquer le fait que le Requiem de la Tornade ne s'obtient pas avant que les joueurs aient eu largement le temps de s'imprégner du monde virtuel. De plus, les joueurs ne peuvent se téléporter que vers une liste de lieux présélectionnés. Ils doivent toujours naviguer sur une courte distance pour rejoindre leur destination exacte. En influant sur le rythme du jeu, le Requiem de la Tornade se présente comme un compromis entre un monde virtuel ouvert et un système d'exploration de donjons jalonnés d'objectifs. Gardant toujours cela à l'esprit, je souhaite simplement attirer l'attention sur le fait que le gameplay axé sur des objectifs et la présence environnementale coexistent au prix de tensions inévitables. Dans une certaine mesure, le sentiment d'un devoir à accomplir peut donner vie à un lieu. Mais si nous nous concentrons sur nos déplacements, notre stratégie, les énigmes et toute autre tâche axée sur la performance, il nous reste peu de disponibilité cognitive pour apprécier notre environnement immédiat. Toute capacité, surtout une capacité aussi puissante que la téléportation, entraîne des conséquences. Un game designer souhaitant créer des lieux inoubliables, qui peuvent être appréciés pour et par eux-mêmes, doit prendre en compte cette contrainte. Mes préoccupations ne sont pas uniquement académiques. Comme le signale Castells, la suprématie incontrôlée des espaces des flux, qui produisent des espaces segmentés de plus en plus étranges les uns les autres, engendre une fragmentation de la culture et du sens. Dans le même ordre d'idées, Henry Jenkins suggère ainsi que les lieux virtuels ouverts sont un substitut majeur aux jardins, aux forêts et aux champs qui disparaissent au profit de l'urbanisation. Je cite : « Les jeux vidéo sont des espaces de jeux virtuels qui permettent aux enfants restant chez eux d'étendre leurs horizons, d'explorer, de manipuler et d'interagir avec une gamme de lieux imaginaires dépassant largement en variété ceux auxquels il avait accès dans sa vie quotidienne. » Les enfants ne sont pas les seuls à pouvoir tirer avantage de lieux virtuels ouverts. Comme l'énonce Kevin Lynch, tous les citadins ont besoin de stabilité environnementale. Je cite : « L'environnement urbain change lui-même rapidement. Ces changements sont souvent la cause de troubles émotionnels chez le citadin et ont tendance à désorganiser son image perceptive. Il n'est donc pas étonnant que la présence environnementale dans un espace virtuel puisse être considérée comme une source potentielle d'organisation spatiale participant de la stabilité psychologique. Les mondes virtuels qui favorisent la présence environnementale offrent bien davantage que le plaisir de la fuite ou les frissons de l'action. Ils nous offrent un moyen de donner sens à notre existence. Comme De Certeau le fait remarquer, nos expériences des lieux découlent de nos histoires personnelles et les nourrissent. Je cite : « Les lieux sont des histoires fragmentaires et repliées, des passés volés à la lisibilité par autrui, des temps empilés qui peuvent se déplier, mais qui sont là plutôt comme des récits en attente et restent à l'état de rébut. Chez moi, les souvenirs nébuleux de mes propres aventures au bord de la mer quand j'étais enfant ont prêté à Wind Waker une certaine résonance émotionnelle. Et en retour, ces aventures virtuelles ont ensuite teinté mes expériences de l'océan dans le monde réel. Le jeu a encouragé un dialogue entre mes vies virtuelles et réelles, pour chacune les enrichir. En tant qu'objet marchand, Wind Waker a raison d'adopter les principes de design qui favorisent le divertissement. Mais si l'on considère les jeux vidéo en tant que monde virtuel, comme une forme d'art émergente dans un monde de plus en plus vide de lieux, Wind Waker et son Requiem de la Tornade nous laissent entrevoir la profondeur d'une expérience telle qu'elle pourrait être vécue à travers une vision sans compromis du lieu digital. En attendant ce jour, vous me retrouverez au Yosemite Park, dans la High Sierra, en chemin vers Cloud's Rest. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Pensez à liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Quant à nous, on se retrouve très vite pour le chapitre 3. Bye bye.